Dans cette vidéo, on va commencer à voir les modèles génératifs. Mais avant de commencer à voir les modèles génératifs, on va faire une petite mise à niveau, juste pour voir jusqu'où on est rendu. Donc, depuis le début du cours, ce qu'on a vu, c'est de l'apprentissage supervisé, à la fois pour faire de la classification ou de la régression. Donc, je vous rappelle, si on fait de la classification, on va avoir un certain espace dimensionnel dans lequel va se retrouver un certain nombre de points. Donc, par exemple, ici, chacun des points est associé à une image issue d'une base de données bien connue qui s'appelle la INRIA Person Dataset, dont l'objectif est de classifier des images ayant une silhouette humaine ou non dedans. Donc, d'un côté, on a des images avec une silhouette humaine, ici, et de l'autre côté, on a des images qui contiennent des contenus totalement arbitraires. Et on a un espace à 9984 dimensions parce qu'on a 9984 canaux rouge, vert, bleu dans ces images-là. Donc, chacune de ces images vient avec une étiquette, donc personne versus autre. Et le but de l'apprentissage, c'est de trouver une frontière de décision qu'on va obtenir par entraînement. Une fois que le modèle est entraîné, ben on peut prendre de nouvelles images et si ces images-là suivent ont un contenu qui est similaire au contenu des images de la base de données d'entraînement, vont se retrouver du bon côté de la frontière de décision. Donc, d'un côté, on a l'apprentissage supervisé. Donc, ça, c'est comme d'habitude. On a un ensemble D qui est constitué d'un certain nombre de vecteurs x1 et x2 jusqu'à xn, qui sont essentiellement des vecteurs en D dimensions. Et chacun de ces vecteurs-là vient avec une cible. Donc, la cible, ça peut être une étiquette de classe si je fais de la classification, ou un vecteur réel, une donnée réelle ou même un vecteur réel si je fais de la régression. Et puis, ça, c'est pour l'apprentissage supervisé. Et si on fait de l'apprentissage non supervisé, ben, on a le même genre d'ensemble de données qu'on va utiliser pour s'entraîner puis pour faire certaines opérations, qui contient des vecteurs x1 et xn, mais pas de cible. Et donc, depuis le début du cours, quand on fait de l'apprentissage supervisé, on va utiliser des réseaux de neurones. Ici, par exemple, un réseau à convolution où on a en entrée X une image. Par exemple, c'est pas obligatoirement une image, ça pourrait être du texte, ça pourrait être un vecteur de données quelconque, mais disons, dans l'exemple qui est ici, c'est une image. Et le réseau de neurones va prédire une étiquette de classe et on va comparer l'étiquette de classe prédite avec la cible ici qui est chien, qu'on va combiner ensemble pour obtenir une fonction de perte et la perte va nous permettre de mettre à jour les paramètres de notre réseau afin de justement réduire cette perte. Si, à l'inverse, je veux faire de l'apprentissage non supervisé, c'est le but de ce chapitre, ben, je vais essayer de comprendre la distribution sous-jacente des données qui sont non étiquetées. Donc, les applications classiques, c'est de faire du clustering, donc regrouper ensemble des données qui semblent avoir des caractéristiques similaires, faire de la visualisation, donc prendre des données à très haute dimensionnalité puis les projeter en plus faible dimensionnalité, essayer de comprendre les données, donc voir s'il y a des corrélations entre certaines dimensions de mes données, etc. Donc, voici un exemple en bas de visualisation d'une base de données, ici qui serait MNIST. Je vous rappelle qu'MNIST est une base de données d'images de caractères manuscrits allant de 0 à 9, donc il y a 10 classes. Et chacune de ces images-là a 28 par 28 pixels, soit si on prend ces images-là puis qu'on les met dans un vecteur à une dimension, on a un point qui vit dans un espace à 784 dimensions. Donc ici, on a pris les images de MNIST qui vivaient dans un espace à 784 dimensions et on les a ramenées dans un espace en 2 dimensions afin de constater que, ben effectivement, ces images-là se distribuent suivant leurs étiquettes de classe qu'on peut voir ici. Donc, le processus, on va voir comment on peut utiliser des méthodes d'apprentissage non supervisées pour faire une projection comme celle-là. Donc, souvent, l'apprentissage non supervisé inclut une ou plusieurs variables latentes. En fait, je dis souvent, mais c'est à peu près toujours, on va ajouter une variable latente. C'est quoi une variable latente? C'est une variable aléatoire qui est non observée, mais qui est sous-jacente à la distribution des données. Donc, laissez-moi vous donner un exemple. Donc, voici ici. Si je veux faire du clustering, souvent, la variable latente, ça va être la notion de classe ou de cluster. Donc, par exemple, ici, on prend l'exemple ici en haut à gauche. Chaque point noir est un point en 2D.
Donc, x1, chaque point noir a une coordonnée x1 et x2. Mais on sent bien qu'il y a une autre variable en quelque part qui fait en sorte que certains points se retrouvent sur le tore qui est à l'intérieur et d'autres points se retrouvent sur le tore qui est à l'extérieur. Et cette variable latente-là, si on est capable de la retrouver, on est capable d'expliquer les données. On est capable de dire, il y a une première classe qui est ici, puis il y a une classe qui est à l'extérieur. Okay? Même chose là, et là, et là, et là. Donc, pourquoi est-ce que systématiquement, toujours, on va introduire une variable latente dans notre problème? Ben, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de représenter la distribution jointe P de X et Z, la conditionnelle P de X étant donné Z et P de Z. Ça, c'est beaucoup plus facile à représenter que P de X. Ça paraît peu intuitif, mais on va voir plus d'informations dans une autre vidéo où je vais me consacrer au fondement mathématique d'une affirmation comme celle-là. Donc, en apprentissage non supervisé, on va s'appuyer sur deux propriétés que vous connaissez déjà des réseaux de neurones, mais que je vais vous redonner. La première propriété, c'est que les réseaux de neurones sont d'excellentes machines pour projeter les données brutes, donc qui suivent une distribution très quelconque, vers un espace dimensionnel qui est plus petit, et dont la distribution va avoir des propriétés qui dépendent de la fonction de perte qui est utilisée. Donc, par exemple, si j'ai un petit réseau de neurones ici avec 3 couches cachées, un réseau pleinement connecté, dont l'objectif est de classifier des données. Donc, on voit ici qu'on a des données en rouge et en bleu. Et on voit bien que ces données-là sont non linéairement séparables. En fait, ça, c'est les données brutes X en entrée. Ben, si le but du jeu, c'est de faire de la classification de classes, et qu'en sortie, si je regarde juste le neurone rouge, ce neurone-là est un classifieur qui est linéaire, parce que c'est un produit vectoriel, un produit scalaire entre les deux paramètres ici et les deux valeurs qui vont sortir de ces deux neurones-là. Donc, comme c'est une classification qui est linéaire, nécessairement, la sortie de ces deux neurones-là devrait nous donner des données qui sont linéairement séparables. Et en fait, effectivement, quand le réseau est bien entraîné, on constate qu'en sortie, nos points bleus et nos points rouges sont totalement bien séparés, ce qui permet au réseau de neurones d'avoir une erreur de classification qui est nulle. Donc, première propriété, la capacité de réduire l'espace dimensionnel, ou en tout cas de projeter les données vers un autre espace dimensionnel dont les propriétés dépendent d'une losse. Et l'autre propriété, encore là, je l'ai souvent mentionné en classe, les réseaux de neurones sont d'excellentes machines pour estimer des probabilités conditionnelles. Donc, par exemple, j'ai repris exactement le même schéma, le même réseau de neurones que la page précédente. Donc, si on fait de la classification et que j'utilise une sigmoïde ici, ce que va me sortir mon réseau, c'est une valeur entre 0 et 1 qu'on peut assimiler à une probabilité conditionnelle de la classe 1, étant donné X, notre vecteur d'entrée, et W, les paramètres de notre réseau. Et pourquoi est-ce que je peux dire que c'est ça? Si je l'ai entraîné avec une entropie croisée, donc ça présuppose, ça force le réseau à estimer une probabilité conditionnelle comme celle-ci. Et si j'ai plusieurs classes, ce qu'on va utiliser, c'est le fameux softmax que vous connaissez tous maintenant, qui consiste à prendre l'exponentielle de chacune des neurones de sortie. Chaque neurone de sortie est associé à une étiquette de classe, et de normaliser le tout. Donc, si je fais ça, mon réseau de neurones devient une machine à estimer des probabilités conditionnelles des classes C0, C1, C2, étant donné W, les paramètres de mon réseau, et X, le vecteur d'entrée. Donc, un petit rappel vraiment simple, un classifieur linéaire 3 classes. Donc, j'aurai ici les paramètres W de mon réseau. J'ai un vecteur X qui est ici avec la cible qui est égale à 2. J'ai rajouté un 1 à cet endroit-là pour inclure le biais. Donc, si je fais la multiplication matrice-vecteur, j'obtiens le score qui est ici, le vecteur de score, moins 2.85, 0.86 et 0.28. Et si j'applique un softmax, je vais prendre ces trois chiffres-là ici, je vais calculer l'exponentielle et je vais normaliser le tout. Et on constate qu'une fois normalisé, la somme de ces trois valeurs-là me donne somme à 1. Donc, on peut voir ça comme étant une distribution de probabilité de l'ensemble de mes classes, de mes trois classes, étant donné W, les paramètres du réseau, et X, le vecteur d'entrée. Et si je veux calculer l'entropie croisée, j'ai juste à calculer moins le log de la sortie associée à la vraie classe. Donc, la vraie classe ou la cible, c'est t égale à 2. 0, 1, 2,
c'est 0,35. Donc, moins log de 0,35, ça me donne une loss de 0,452. Évidemment, plus ça va aller, plus l'entropie croisée devrait décroître, à savoir, au fur et à mesure que j'entraîne mon réseau, ben la troisième dimension qui est ici devrait, pour ce vecteur X donné, devrait tendre vers 1 et donc l'entropie croisée diminuer vers 0.